Bonjour à tous, mon nom est Vincent Battaglia et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos de la nutrition. Lors de ma toute première vidéo, nous étions revenus 250 ans dans le passé, au début de l'ère industrielle. Aujourd'hui, nous allons remonter plus loin, beaucoup plus loin, à la préhistoire. C'est parti! Pour moi, quand on parle purement de nutrition, deux événements majeurs ont lieu dans l'histoire de l'humanité. Le premier, dont j'ai déjà parlé, et qui a eu des conséquences désastreuses, c'est la révolution industrielle. Le second, certainement moins grave mais quand même relativement important, c'est l'invention de l'agriculture il y a environ 10 000 ans, marquant le passage du paléolithique au néolithique. Certains pensent que la façon dont nous mangions avant le néolithique est la seule bonne façon de manger. Et c'est pourquoi je pose la question aujourd'hui, peut-on vraiment manger comme des hommes préhistoriques? On considère que l'invention de l'agriculture a été un petit désastre pour la santé de l'être humain, pour plusieurs raisons. 1. De manière générale, notre nourriture est devenue moins variée, car toutes les plantes ne se prêtent pas à la culture et tous les animaux ne se prêtent pas à l'élevage. 2. Nous avons considérablement augmenté notre consommation de glucides, car les aliments à base de céréales comme le pain sont devenus la base de notre alimentation. 3. Nous nous sommes sédentarisés. Grâce à cela, les villes ont pu naître et se développer, mais nous sommes également devenus moins actifs. Nous n'avions plus un besoin crucial de devoir bouger pour obtenir notre nourriture. On considère que l'Homo sapiens, c'est-à-dire notre espèce, est apparu il y a environ 300 000 ans. Nous avons été précédés par l'Homo erectus qui a réussi à domestiquer le feu et a commencé à cuire ses aliments, en particulier la viande. Cela a permis d'augmenter la taille de nos cerveaux, car la viande cuite fournit plus d'énergie que la viande crue, et également réduire la taille de nos mâchoires, car la viande cuite doit moins être mastiquée que la viande crue. En résumé, si nous avons un plus gros cerveau et une plus petite mâchoire que nos cousins les singes, c'est parce que nous avons appris à cuisiner. Mais quel était exactement le régime alimentaire des hommes préhistoriques? La chose intéressante à constater, c'est que notre diète a évolué en même temps que nous évoluions nous-mêmes. Les premiers hommes, les australopithèques, étaient végétariens. Plus tard, l'Homo habilis devient omnivore avec la consommation d'insectes, de rongeurs, d'oiseaux et d'œufs. L'Homo erectus, dont nous avons parlé juste avant, consomme de plus en plus de viande grâce à la maîtrise du feu et à la chasse qu'il pratique. L'Homo sapiens et l'Homo neanderthalensis continuent sur cette tendance à toujours plus de carnivorisme. En 2000, des chercheurs américains et australiens ont publié une analyse de la diète de 229 populations de chasseurs-cueilleurs ayant vécu suffisamment longtemps durant le XXe siècle pour que leur régime alimentaire puisse être étudié par des nutritionnistes. Dans cette étude, il est expliqué que dès que c'était possible, ces populations avaient tendance à consommer de très grandes quantités de nourriture animale. Ces populations avaient tendance à manger les parties les plus grasses de l'animal, y compris les organes, la langue et la moelle. Les muscles étaient considérés comme une partie moins noble et étaient souvent laissés de côté. Seulement une petite minorité de ces populations puisait plus de 50% de leurs calories des plantes, et probablement pas par choix, mais du fait de la rareté d'animaux sauvages dans les contrées où ils vivaient. Aucune de ces populations n'était 100% végétarienne. Contrairement à ce qu'on nous recommande depuis la moitié du XXe siècle, la diète de ces populations était très haute en graisse, relativement haute en protéines et très basse en glucides. Ceci était la diète durant 97% de notre existence en tant qu'Homo sapiens, avant l'invention de l'agriculture. Après tout, est-ce vraiment étonnant? La viande est quasiment tout le temps comestible, alors que parmi les 400 000 espèces de plantes qui existent, on considère que seulement un quart d'entre elles sont comestibles. Et ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes délicieuses. À vrai dire, nous autres, humains du XXIe siècle, ne consommons régulièrement que plusieurs centaines de plantes différentes, parmi les 400 000 espèces qui existent. Maintenant, sachant cela, mettez-vous un instant dans la peau d'un homme préhistorique qui tient dans une main cette plante qui a l'air comestible mais qu'il n'a jamais consommée auparavant, et de l'autre ce lapin qu'il vient de chasser. Si on lui imposait de ne manger qu'un seul de ces deux aliments, lequel pensez-vous qu'il choisirait? Comme je l'ai dit juste avant, nous avons été quasiment carnivores durant 97% de notre existence en tant qu'Homo sapiens. Sur cette illustration, c'est la partie verte de la ligne du temps. Un pixel correspondant à 200 ans. La partie jaune correspond à la période après l'invention de l'agriculture, le moment où notre diète est devenue moins variée, où nous avons commencé à consommer beaucoup plus de glucides, et nous sommes sédentarisés. La partie rouge à peine visible tout à droite, c'est la partie après la révolution industrielle, le moment où notre nourriture a commencé à être faite dans des usines, d'abord par des ouvriers et ensuite par des chimistes. Si nous ramenons notre existence en tant qu'Homo sapiens à une journée de 24 heures, nous avons inventé l'agriculture il y a 45 minutes, la révolution industrielle a eu lieu il y a 1 minute, et le président Dwight Eisenhower a eu sa crise cardiaque il y a seulement 15 secondes. Ok, en sachant que les hommes préhistoriques étaient quasiment carnivores, ça ne prouve pas que ceux-ci étaient en bonne santé. Après tout, est-ce qu'ils ne mourraient pas tous à 30 ans? Alors la réponse est non, ils ne mourraient pas tous à 30 ans.
Leur espérance de vie était de 30 ans, mais il ne faut pas confondre espérance de vie et longévité. À force de réduire la mortalité infantile, les sociétés modernes ont fini par assimiler qu'en gros, l'espérance de vie et la longévité sont deux notions assez proches. Notre espérance de vie est aujourd'hui de 80 à 85 ans, et à quelques années près, c'est aussi l'âge modal au décès, l'âge auquel on meurt le plus souvent. Mais dans les sociétés primitives, ce n'est pas du tout la même chose. On meurt beaucoup autour de la naissance, puis de moins en moins jusqu'à environ 30 ans. Ensuite, la mortalité remonte lentement jusqu'à atteindre un deuxième pic vers 70 ans. Quelques individus dépassent 80 ans. On a donc deux pics de mortalité, c'est une distribution bimodale. Et l'originalité de celle-ci, c'est qu'en moyenne, les populations meurent vers 30 ans. Mais 30 ans, c'est un âge auquel on meurt assez peu. On meurt plus souvent nettement avant ou nettement après. L'espérance de vie vers 30-35 ans est très éloignée de la longévité, vers 80 ans. Et surtout, dans les temps préhistoriques, on ne mourait pas des mêmes choses. Contrairement aux maladies chroniques liées à l'alimentation et au mode de vie qui frappent les humains aujourd'hui, la mortalité au cours des temps paléolithiques était dominée par les blessures, les maladies infectieuses, la mort maternelle et d'autres menaces non liées à l'alimentation. C'est un peu tragique quand on y pense, mais on pouvait mourir d'un ongle incarné durant la préhistoire. En partant de l'état de fait que notre alimentation semblait être meilleure pour notre santé avant l'invention de l'agriculture, certains régimes sont devenus à la mode récemment, parmi lesquels le régime paléo, le régime cétogène ou encore le régime carnivore. Tous ces régimes prônent une alimentation riche en bonnes graisses et en protéines et relativement pauvre en glucides et sont un peu les descendants du régime proposé par le docteur Robert Atkins durant les années 70. Parmi ces régimes à la mode, le régime carnivore semble avoir le vent en poupe ces dernières années. Inventé par le docteur Shawn Baker, le régime carnivore, comme son nom l'indique, propose de ne consommer que de la nourriture d'origine animale et proscrit tout ce qui est végétal, comme les fruits et les légumes. Il va donc beaucoup plus loin que le régime paléo qui autorise les glucides que nous consommions durant le paléolithique, et le régime cétogène qui autorise la consommation de fruits et légumes, tant qu'ils soient très pauvres en glucides. Mais est-ce qu'on peut vraiment subsister en étant carnivore ? N'allons-nous pas avoir certaines carences si nous adoptons ce genre de diète ? En effet, les critiques du régime carnivore pointent les possibles carences en vitamine C de cette façon de manger, entre autres. Pour rappel, l'absence de vitamine C dans notre alimentation peut mener au scorbut, une maladie horrible qui était répandue chez les marins du XVIe siècle, mais qui a largement disparu depuis. Mais avant de répondre à la question de la subsistance sur une diète 100% carnivore, intéressons-nous à ce que nous avons besoin de manière générale dans notre alimentation pour pouvoir subsister. On peut diviser les aliments en deux catégories, les macronutriments et les micronutriments. Les macronutriments sont nécessaires en grande quantité, généralement mesurés en grammes par jour ou par kilogramme de poids corporel, et sont au nombre de 3, les graisses, les protéines et les glucides. Les micronutriments sont nécessaires en plus petite quantité, généralement mesurés en milligrammes ou microgrammes. Il existe deux types de micronutriments, les vitamines et les minéraux. Le gras est essentiel à notre survie. Sans gras, nous mourrons, c'est aussi simple que ça. Le gras fait partie intégrante de toutes les cellules de notre corps. Il est requis pour absorber correctement les vitamines liposolubles et les protéines que nous ingérons. Pour être en bonne santé, je le rappelle, il faut favoriser les bonnes graisses, les graisses saturées et les graisses monoinsaturées, et éviter comme la peste les graisses polyinsaturées, qui n'existent que depuis la révolution industrielle et qui sont très dangereuses pour notre santé car elles ont généralement un ratio entre oméga 6 et oméga 3 qui est bien trop élevé. Les protéines sont des macromolécules composées de centaines d'acides aminés liés entre eux par des liaisons peptidiques. Les protéines sont les éléments constitutifs du corps. Ils constituent notre enveloppe, les os, les muscles, les cheveux, les ongles, la peau, mais aussi nos messagers internes comme les hormones, les enzymes ou les anticorps du système immunitaire. Il existe 20 types d'acides aminés et 9 d'entre eux sont considérés comme essentiels car notre organisme ne peut pas les synthétiser. Nous avons déjà longuement parlé des glucides dans une précédente vidéo, et bien que je recommande d'en consommer en proportion avec l'activité physique que nous réalisons, nous n'avons en théorie pas besoin de glucides dans notre alimentation, car notre corps peut le produire grâce à notre stock de graisse via un processus appelé néoglucogenèse. À ce titre, on pourrait donc presque imaginer réduire les glucides au rang de micronutriments. Parlons-en des micronutriments. Au nombre de 2, les vitamines et les minéraux, ils sont tout aussi essentiels à notre santé, même si nous devons les consommer en plus petite quantité. On peut les diviser en deux catégories. D'un côté, nous avons les vitamines liposolubles, c'est-à-dire les vitamines qui se dissolvent dans la graisse. Les vitamines liposolubles sont les vitamines A, D, E et K. De l'autre côté, nous avons les vitamines hydrosolubles qui se dissolvent dans l'eau. Les vitamines hydrosolubles sont toutes les vitamines B et la vitamine C. Mis à part les vitamines D et K qui peuvent être synthétisées par notre corps, toutes les autres doivent être fournies par notre alimentation.
L'autre micronutriment sont les minéraux. Tout comme les vitamines, on peut les diviser en deux catégories. La première catégorie est constituée des minéraux dits majeurs et dont l'apport journalier doit être supérieur à 100 mg. Parmi eux, on compte principalement le calcium, le magnésium, le phosphore et le potassium. La deuxième catégorie est constituée des minéraux qu'on trouve à l'état de traces dans l'organisme. On les appelle les oligo-éléments et parmi eux, on compte le chrome, le cuivre, le fer, l'iode, le sélénium, le zinc et le manganèse. Si vous vous souvenez de vos cours de chimie, tous ces noms vont vous dire quelque chose car il s'agit d'éléments qui se trouvaient sur le tableau de Mendeleïev. En effet, les minéraux sont des atomes, là où les vitamines sont des molécules plus complexes. Revenons maintenant au régime carnivore et voyons s'il peut fournir à notre corps tout ce dont il a besoin. Au niveau des protéines, pas de problème. La viande fournit à elle seule les 9 acides aminés essentiels. Idem pour la graisse qui est présente sous sa forme saturée dans la viande, les œufs et les produits dérivés du lait. Au niveau des vitamines, un simple steak de bœuf fournit à lui seul un apport suffisant en vitamines B3, B6 et B12, ainsi qu'en phosphore, zinc et sélénium. Les œufs contiennent quant à eux des vitamines A, B1, B2, B5, B7, B9, B12, D et E, ainsi que du phosphore, de l'iode et du sélénium. Le lait, quand on le consomme non pasteurisé, contient quant à lui de la vitamine A, B6, B9, B12, C, D, ainsi que des minéraux comme le calcium, le magnésium, le phosphore, le sodium, le potassium, le zinc et l'iode. Malheureusement, la pasteurisation, encore une invention de la révolution industrielle, détruit quasiment toute la valeur nutritionnelle du lait. Comme vous le voyez, avec juste 3 aliments, la viande rouge, les œufs et le lait non pasteurisé, nous avons réussi à couvrir tous les besoins du corps humain. Techniquement, nous pourrions donc être carnivores. Pour un boost en vitamine C, ce qui semble être là où le bas blesse au niveau de la diète carnivore, vous pouvez vous tourner vers d'autres aliments, comme les œufs de saumon, les huîtres, la cervelle ou les rognons de bœuf. Sinon, vous pouvez simplement manger des kiwis et des oranges, personne ne vous en tiendra rigueur. Faisons désormais le même exercice mais dans l'autre sens. Voyons si nous pourrions subsister sur une diète 100% végane. Au niveau de la graisse, nous pouvons nous reposer sur des huiles végétales monoinsaturées comme l'huile d'olive ou l'huile d'avocat. En ce qui concerne les vitamines et les minéraux, une diète variée en fruits et légumes apportera quasiment tout ce dont notre corps a besoin. Le bas blesse à 3 niveaux dans une diète végane. L'apport en protéines, l'apport en vitamine B12 et l'apport en vitamine D. Les protéines se trouvent dans des aliments comme le riz, les lentilles, les haricots, le blé, les pois chiches, le maïs, le quinoa ou encore l'avoine. Mais pour être certain de couvrir les 9 acides aminés essentiels, il faudra certainement être un peu plus créatif et se tourner vers des aliments un peu moins courants, parmi lesquels le tofu, le seitan, le tempeh, la levure alimentaire, l'épeautre, le teff, les graines de chanvre, les graines de chia, la spiruline ou l'amarante. Concernant la vitamine B12, c'est un peu plus compliqué dans une diète à base de plantes. Il faudra donc se tourner vers la levure alimentaire ou des produits fortifiés. Quant à la vitamine D, c'est un peu plus simple car on la trouve dans l'avoine, les champignons et les produits à base de soja, comme le tofu et le lait de soja. N'oublions pas également que notre corps peut la synthétiser via une exposition au soleil, même si c'est évidemment plus simple dans certains pays que dans d'autres. En conclusion, en chipotant un peu, il est tout à fait possible de subsister sur une diète 100% carnivore de la même manière qu'il est possible de subsister sur une diète 100% végane. Cela prouve que nous sommes au final 100% omnivores et que nos corps directement hérités de la préhistoire sont faits pour subsister uniquement à base de produits issus des animaux s'il n'y a que ça de disponible, et inversement, en sachant que la probabilité est assez grande que nous ayons accès aux deux. Il est donc temps d'arrêter le débat autour de quel régime est le meilleur pour la santé, car le débat n'est pas là. Le débat se trouve, comme j'en fais mon cheval de bataille dans toutes mes vidéos, au niveau de l'opposition entre vraie nourriture et nourriture industrielle. Car il est possible d'être un bon ou un mauvais carnivore, de la même manière qu'il est possible d'être un bon ou un mauvais vegan. Si on met de côté les problèmes liés à l'environnement et à la souffrance animale et qu'on parle uniquement de nutrition, un bon carnivore sera toujours mieux qu'un mauvais vegan et un bon vegan sera toujours mieux qu'un mauvais carnivore. Quel que soit le camp que vous avez choisi, mangez de la vraie nourriture. Restez le plus loin possible de tout ce qui est produit dans une usine. Rapprochez-vous le plus possible de la façon de manger qui était la norme avant l'industrialisation de la nourriture. C'est désormais la fin de cette vidéo. À nouveau, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté lorsque la prochaine vidéo sortira. En attendant, portez-vous bien et à bientôt!